Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée exclusivement au sommeil. Vous verrez dans cette vidéo plusieurs aspects du sommeil, mais j'ai décidé de regrouper les informations pour vous faire quelque chose de plus condensé et non pas trop détaillé, car je ne voudrais pas vous donner trop d'informations d'un coup et je ne voudrais pas non plus que la durée de cette vidéo soit trop longue, car c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur le sommeil, hein, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Mais écoutez, sans plus attendre, je vous propose que l'on se retrouve derrière mon écran d'ordinateur afin de consulter ensemble le sommaire de cette vidéo sur le sommeil. Alors, on se retrouve derrière mon écran d'ordinateur pour l'intégralité de cette présentation sur le sommeil. Donc, jusqu'aux années 80, nous pensions que le sommeil était en fait une fonction du cerveau pour le cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, ça servait exclusivement à l'apprentissage, à mémoriser les événements dans la journée, ce genre de choses. Sauf que à partir des années 2000, on a commencé à élargir ce point de vue-là et à l'étendre au point de parler de santé du sommeil. Parce que au niveau des laboratoires, en fait, plusieurs personnes on a fait des expériences sur des volontaires où on modifiait leur comportement de sommeil, leurs habitudes de sommeil, et on s'est rendu compte que le fait de perturber le sommeil, bien sûr, ça rendait somnolent en journée, mais pas que, ça avait des conséquences pouvant devenir jusqu'à dramatiques sur l'ensemble de votre organisme. C'est pour ça que le sommeil, c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Aussi, au niveau du fonctionnement du sommeil, vous verrez que selon l'environnement et le type d'être vivant, le sommeil est complètement différent d'une espèce à l'autre. Par exemple, nous, les êtres humains, nous dormons de nos deux cerveaux, mais par exemple, chez les mammifères comme le dauphin, c'est très intéressant parce que le dauphin, lui, il va dormir d'abord du cerveau gauche, puis du cerveau droite. Pourquoi? Parce que c'est un être vivant qui a besoin d'être constamment en mouvement. Ce qui fait que le dauphin, on dit qu'il a un cerveau interhémisphérique. Alors, avant de commencer cette présentation sur le sommeil, je tenais quand même à faire cet avant-propos. Le contenu de cette vidéo ainsi que celui de cette chaîne YouTube est le fruit de mes recherches personnelles et de mon travail. Je ne suis pas un médecin et je n'ai aucune prétention de l'être. Chaque cas est unique et mes conseils ne remplacent en aucun cas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite donc à vous rapprocher d'un médecin ou d'un spécialiste si vous souffrez de troubles du sommeil ou de tout autre problème de santé. Voilà, je tenais vraiment à vous faire part de cet avant-propos, car ce que je vais vous montrer là, ça a vraiment pour but de vous aider, et j'espère que vous allez trouver plusieurs astuces pour améliorer votre sommeil, mais en aucun cas j'ai la prétention de remplacer un professionnel de la santé. Ok? Maintenant que cela est dit, on peut passer tout de suite à la première partie. Alors, au sommaire de cette vidéo sur le sommeil. Donc, je vous ai préparé 4 points clés pour résumer vraiment ce qu'est le sommeil, les problématiques et surtout les solutions pour avoir un meilleur sommeil. Alors, dans un premier temps, on va comprendre le rôle essentiel du sommeil, à quoi il sert. Ensuite, nous verrons l'impact d'une mauvaise qualité de sommeil, quelles sont les conséquences pour votre santé mentale et physique d'un mauvais sommeil. Et ensuite, nous allons trouver des solutions, donc créer un environnement optimal pour votre sommeil. Et une fois que nous aurons fait tout ça, on terminera par une petite conclusion. Alors, grand 1, le rôle du sommeil. Donc, vous trouverez sur cette image 7 points clés que j'ai résumés pour le sommeil. Alors, bien évidemment, il en existe beaucoup plus, mais vous vous doutez bien que pour des raisons de simplicité, de compréhension, je vous ai regroupé 7 points vraiment pour faire un résumé des points essentiels du rôle du sommeil. Déjà, forcément, sa mission principale dans le grand 1, c'est de nous garder en éveil, hein. Voilà, le but, sans rentrer dans des détails techniques ou scientifiques, vous devez bien dormir. Pourquoi? Pour rester éveillé en journée. Ensuite, dans un deuxième point, vous verrez, c'est l'un des 3 piliers d'une bonne santé.
avec la nutrition et le sport. Voilà, c'est vraiment ces trois points clés, la nutrition, l'activité physique et le sommeil qui font que vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une vie tout simplement heureuse. Alors concernant le troisième point où il est écrit le renforcement mental, là c'est un point extrêmement important car il n'y a que pendant votre sommeil que votre cerveau peut faire le nettoyage, hein. C'est-à-dire que c'est durant le sommeil que votre cerveau élimine en fait les toxines, les déchets accumulés dans la journée et il se régénère. Cette phase a lieu uniquement pendant le sommeil NREM. Donc ça, c'est le sommeil que nous verrons un peu plus tard. Et c'est extrêmement important car c'est durant la nuit que cela permet à votre cerveau de mieux apprendre et retenir les informations qu'il a apprises durant la journée. C'est pour ça que pour les jeunes enfants, voilà, on conseille vraiment d'avoir un bon sommeil car c'est durant le sommeil que votre cerveau traite l'information, retient l'information. Un autre point concernant ce renforcement mental, c'est qu'aussi un bon sommeil vous permet de prendre des décisions de manière un peu plus objective, de mieux relativiser face à certaines situations et aussi de prendre de meilleures décisions. C'est pour ça qu'on parle vraiment de renforcement mental grâce au sommeil. Alors ensuite, maintenir la régulation des hormones. L'organisme se répare et se régénère. Vous avez, durant votre sommeil, beaucoup d'hormones qui se régulent. Alors, je ne vais pas toutes les nommer, il y en a beaucoup, mais je vais vous en parler de deux principalement, qui sont la leptine et la gréline. C'est pendant le sommeil que ces deux hormones se régulent. Alors, qu'est-ce que c'est? La leptine, en fait, c'est l'hormone de la satiété. C'est cette sensation de ne plus avoir faim. Et donc, un bon sommeil augmente cette hormone, ce qui fait que vous aurez moins faim. Et à l'inverse, la gréline, c'est l'hormone donc de la faim, c'est le fait d'avoir faim, et du coup, avoir un sommeil tard, fragmenté, un mauvais sommeil, ça va augmenter cette hormone, donc la gréline, et du coup, vous aurez plus faim, vous ressentirez plus l'envie de manger. C'est pour ça que on dit par exemple le proverbe qui dort dîne, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, pendant que vous dormez, votre organisme régule ces deux hormones-là, leptine pour la satiété et la gréline pour la faim, ce qui fait que vous aurez moins cette sensation de manger. Et donc ensuite, protection du cœur, ralentissement du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Alors ce point-là, c'est extrêmement simple. En gros, lorsque vous dormez, il y a un relâchement cardiaque, un relâchement de la pression artérielle et du coup, en fait, tout simplement, vous êtes détendu. Et ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe à force de se détendre? Eh bien, à long terme, cela réduit drastiquement le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que uniquement en ayant un bon sommeil, vous pouvez préserver votre cœur de gros problèmes cardiaques par la suite. L'avant-dernier point concerne la préservation des défenses naturelles. Alors ça c'est très important aussi car durant votre sommeil, vous allez produire des protéines et ces protéines s'appellent les cytokines. En gros, le rôle des cytokines, c'est de vous protéger des infections, des inflammations et aussi du stress. Et avoir un bon sommeil permettra à votre organisme de produire et de libérer beaucoup de ces cytokines dont le rôle est de préserver vos défenses naturelles. On parle aussi de réparation des tissus, car si vous avez des cellules qui sont endommagées, c'est durant le sommeil qu'elles vont se régénérer. C'est pour ça qu'avoir un bon sommeil permet de préserver donc votre organisme au travers de la réparation de ces tissus et du coup de préserver votre système immunitaire. Et cela améliore aussi ce qu'on appelle votre réponse immunitaire, car au travers d'un bon sommeil, vous allez permettre à votre organisme de répondre non seulement plus rapidement aux infections, mais aussi plus efficacement. Donc l'intérêt, il est double.
hein. C'est-à-dire vraiment vous allez répondre plus rapidement et plus efficacement face aux infections. D'ailleurs, c'est pour ça que des études ont démontré que des personnes sans prendre de médicaments, avec uniquement un bon sommeil, se défendaient mieux face aux maladies, hein, aux infections, que des personnes qui avaient un sommeil fragmenté, de mauvaise qualité. Et le dernier point pour conclure cette diapositive, bien sûr, ça concerne le bien-être en journée, meilleure régulation de l'humeur et meilleures relations humaines. Car vous vous doutez bien qu'avec un organisme capable de se défendre face à l'agression, qu'avec votre cœur qui est préservé, qu'avec une meilleure régulation de vos hormones, qu'avec un renforcement de votre cerveau, le fait d'être bien réveillé, vous vous doutez bien que vous ne pouvez qu'être de bonne humeur et qu'avoir de meilleures relations humaines, que ce soit professionnelles, familiales, amicales, amoureuses, ce que vous voulez. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a certaines personnes qui, voilà, le matin peuvent avoir des disputes avec d'autres et on pense que c'est une personne qui n'est pas sociale, qui a mauvais caractère, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est simplement une personne qui a passé une très mauvaise nuit. Ok. Alors ensuite, les trois piliers de votre bonne santé. Donc, il y a l'activité physique, la nutrition et le sommeil. Et d'ailleurs, le sommeil, c'est justement ce qu'on n'entend pas beaucoup parler, et je trouve ça tellement regrettable, car vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà. Vous pouvez faire du sport, mais il existe beaucoup de personnes qui ont une vie heureuse et en bonne santé sans faire d'activité physique. C'est pour ça que je qualifie le sport de moyennement dispensable. Après, c'est quand même mieux parce que faire du sport, ça libère des endorphines, ça renforce le sentiment de satisfaction personnelle, ça permet aussi de vivre, comment dire, en groupe avec d'autres personnes, etc. Bon, il y a quand même beaucoup d'avantages à faire du sport. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et pourtant ils ont une vie heureuse. C'est pour ça que le sport est moyennement indispensable. Ensuite, au niveau de la nourriture, là on franchit plusieurs paliers, ça devient très difficilement dispensable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bon sommeil, faire du sport, si vous mangez vraiment avec de très mauvaises habitudes, vous allez, bon, vous en sortir, mais ça sera quand même très difficile, hein. C'est pour ça que la nutrition devient quand même très difficilement dispensable. Et ensuite, au niveau du sommeil, alors, est-ce que vous vous en doutez? C'est tout simplement indispensable. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'activité physique la plus qui vous dépense ce que vous voulez, vous pouvez manger le plus sainement possible. Si vous avez un très mauvais sommeil, vous n'allez pas vous en sortir. Vous aurez une espérance de vie qui sera diminuée et vous aurez une vie qui ne sera pas forcément dans les meilleures conditions que vous pouviez l'espérer. C'est pour ça que non seulement le sommeil fait partie des trois piliers de votre bonne santé, mais en plus, c'est le seul élément qui est vraiment indispensable à votre bien-être. Et ce qui est triste pour conclure cette diapositive, c'est que le sommeil est clairement le grand oublié des campagnes de santé, malheureusement. Maintenant, nous allons parler du fonctionnement du sommeil. Donc, je vous ai fait un petit dessin pour illustrer le fonctionnement du sommeil. Et comme vous pouvez le voir, le sommeil, ce n'est qu'une partie du cycle de la paire veille-sommeil. Normalement, pour avoir une vie normale, en bonne santé, on devrait tous dormir 30% de notre temps, ce qui permet d'être en veille pendant les 70% du temps restant. Comme vous pouvez le voir là à droite, donc la partie sommeil, vous avez le petit bébé qui dort là, donc pendant la nuit, nous avons vu qu'il n'y a que des avantages à bien dormir. Il n'y a aucun inconvénient à bien dormir. Donc votre organisme se régénère, vos hormones se régulent, votre cerveau fait le nettoyage, vous préservez votre cœur, bref, il n'y a que des avantages. Et donc, ça permet justement, une fois que vous avez bien dormi, d'être en forme toute votre durée de veille, toute la journée. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que le fait d'être en bonne santé, en pleine forme en journée, vous voyez là le petit garçon qui court, il est souriant, il a la forme, et du coup, eh bien, il va transmettre toutes ses émotions et cette bonne santé
au sommeil. C'est pour ça que c'est un véritable cercle vertueux que de bien dormir. Mais il faut aussi penser à ce que vous faites en journée. D'accord? C'est pour ça que trop souvent, les personnes qui ont des problèmes de sommeil ou même de l'insomnie, ils vont uniquement se focaliser sur le sommeil, sur les 30% du sommeil. Mais ce n'est pas que. Il faut aussi, en journée, faire des activités physiques, avoir des liens sociaux, sortir, rigoler aussi. Voilà. Il faut aussi penser à ce qui se passe quand vous êtes réveillé. Puisque si vous passez une journée enrichissante, productive, vous êtes fier de vous, vous avez de bons contacts, et bah du coup, ça va permettre de bien dormir. Ok? Donc c'est vraiment ce cercle vertueux veille-sommeil. Maintenant, nous allons parler des différentes phases du sommeil. Donc ça, c'est les différentes phases que je vous présentais. Ensuite, on va analyser chaque étape juste après. Donc, lorsque vous passez en sommeil, vous passez par ce qu'on appelle l'endormissement. Bon, ça, c'est un sommeil très très léger, ok, suivi d'un sommeil lent léger, le stade 2, le sommeil lent profond, le stade 3 et 4, suivi du sommeil de rêve, ce qu'on appelle le fameux sommeil paradoxal. Et d'ailleurs, on va comprendre pourquoi justement on parle de paradoxe lorsque nous rêvons, suivi ensuite d'une très légère phase de micro-réveil. Voilà, bon, ça c'est pour la présentation globale. On va passer tout de suite maintenant à l'analyse détaillée de chaque étape du sommeil. Le sommeil très léger, l'endormissement. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire durant cette phase de sommeil, donc c'est le début, ça dure environ 20 minutes, 15-20 minutes, et cette phase sert de transition entre un, un éveil et un sommeil justement un peu plus profond. Alors parfois, durant cette phase, certaines personnes objectivement se sentent encore éveillées, d'autres non, d'autres oui, mais par contre, durant cette phase, que ce soit par le bruit comme la lumière, on peut être très facilement réveillé. Voilà, donc en résumé, hein, ce sommeil très léger, ce qu'on appelle l'endormissement, voilà, c'est vraiment la transition entre la veille et un sommeil un peu plus profond. Ensuite, le sommeil lent léger, c'est le stade 2, donc il dure environ 20 minutes. Durant cette phase-là, par contre, nous percevons que nous sommes endormis. Il y a un ralentissement de la respiration, des sursauts observables, mais on peut encore être facilement réveillé. La lumière et le bruit. L'essentiel a été dit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le stade 2, il est, il est certes pas aussi profond que le stade 3 et 4 et le sommeil de rêve, mais on passe quand même environ 50% de notre temps de sommeil en stade 2. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on passe voilà, la moitié de notre temps à dormir en stade 2, donc c'est quand même beaucoup. Concernant le ralentissement de la respiration, alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le relâchement musculaire, hein, la baisse de la pression artérielle. Tout commence dans ce stade 2 et c'est pour ça que c'est dans cette phase-là que votre organisme commence à se régénérer. Hein. C'est d'ailleurs durant ce sommeil lent léger que votre cerveau va en gros se remémorer, visualiser ce que vous avez appris durant la journée. Par exemple, un sport, un instrument de musique, une leçon particulière. Voilà, c'est durant le stade 2 que votre cerveau va travailler pour garder en mémoire ce que vous avez appris durant votre journée. Maintenant, on rentre dans les profondeurs du sommeil avec le sommeil lent profond, le stade 3 et 4. Donc, comme vous pouvez le voir, il survient environ 45 minutes après votre endormissement initial. Donc voilà, il faut à peu près 45 minutes pour rentrer dans le sommeil lent profond. Durant cette phase, nous avons beaucoup de mal à être réveillés. Donc c'est pour ça que, enfin, vraiment, durant cette phase de sommeil, si vous êtes réveillé, vous allez vraiment vous sentir mal. Hein. Vous savez, cette sensation que vous avez d'avoir ce qu'on appelle la lourdeur du sommeil. Vous avez du mal à vous réveiller. Et c'est pour ça que quand vous réveillez quelqu'un, je pense par exemple aux parents qui réveillent leurs enfants,
Quand certains jours votre enfant a du mal à se réveiller, c'est pas qu'il manque de sommeil, mais c'est qu'il est très probablement dans ce stade de sommeil lent profond, le stade 3 et 4. Et c'est pour ça que quand vous le réveillez, c'est extrêmement dur. C'est pas qu'il manque de sommeil, mais c'est que ça tombe à un mauvais moment durant le stade 3 et 4. La phase la plus réparatrice, car là, comme vous pouvez le voir, on va nettoyer le cerveau, donc ça c'est extrêmement important, puisque comme on a vu précédemment, pour faire simple, le fait de nettoyer et préserver votre cerveau, ça permet de se protéger et d'écarter toute maladie neurodégénérative qui pourrait se présenter. Hormones de croissance, donc l'hormone qui permet de grandir. C'est pour ça qu'aussi, pour les parents, on peut à juste titre dire que si vos enfants dorment mieux, ils seront probablement capables donc de bien grandir, en tout cas de grandir dans les meilleures conditions. Renforcement de la mémoire, donc encore une étape très importante de cette phase du sommeil, car ça permet à votre cerveau de se remémorer, d'enregistrer tout ce que vous avez appris. Pour faire simple, en fait, votre mémoire à court terme transfère vers votre mémoire à long terme les informations, qui permet donc de les retenir plus longtemps. Et dernier point, renforcement des défenses naturelles. Donc c'est vraiment durant ce stade-là que votre corps va se protéger, se régénérer et se préparer à mieux justement repousser toute infection. Donc c'est pour ça que ce sommeil lent profond, stade 3 et 4, il est extrêmement important, hein, c'est la phase la plus réparatrice, et pourtant on passe beaucoup plus de temps de sommeil en stade 2, hein, la phase juste avant, que celle-ci. Maintenant, nous passons au sommeil paradoxal, le sommeil de rêve. Alors, REM, donc le sommeil aussi appelé REM pour Rapid Eye Movement, en fait c'est très simple, quand vous dormez, durant cette phase de sommeil, sous vos paupières, eh bien, on peut s'apercevoir que vos yeux bougent très rapidement de gauche à droite. De gauche à droite, ils bougent, enfin c'est vraiment impressionnant à la vitesse à laquelle ils bougent, donc c'est pour ça qu'on parle de sommeil REM, Rapid Eye Movement. État d'imaginerie mentale intense. Donc ça aussi c'est très important car c'est durant cette phase de sommeil qu'on appelle aussi une phase de créativité car c'est là où en gros votre cerveau se réactive comme s'il était éveillé et c'est à ce moment-là que vous allez rêver. Et d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout le monde rêve, hein, tout le monde fait des rêves. C'est juste que souvent, très souvent, on ne s'en rappelle plus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ces rêves, c'est que quand vous rêvez la nuit, si vous vous réveillez et que vous repensez à votre rêve, vous pouvez avoir de vagues souvenirs. Par contre, au fil de la journée, vous allez complètement oublier ce dont vous avez rêvé. Et c'est assez impressionnant lorsque ça arrive. C'est pour ça que, à titre d'information, moi, quand je me réveillais le matin, je m'amusais à marquer en fait sur un cahier les rêves que je faisais. Donc je fermais le cahier et en fin de journée, j'avais complètement oublié le rêve que j'avais fait et en réouvrant le cahier, donc je me rappelais, donc ça me remémore le rêve que j'avais fait et en fait, non, je l'avais complètement oublié. Si je n'avais pas écrit ce rêve dans mon cahier, je l'aurais complètement oublié pour toujours. Et ce qui est aussi intéressant avec ces rêves, c'est qu'on peut vraiment rêver de tout et de n'importe quoi, mais faire des rêves alors, à la fois réalistes, mais aussi des rêves complètement irréalistes. Ensuite, durant cette phase, voilà, on parle de paralysie totale du corps et c'est pour ça qu'on parle de sommeil paradoxal. C'est parce qu'en fait, d'un côté, dans votre cerveau, il y a une réactivation et un travail intense au niveau du cerveau pour produire ces rêves. Par contre, en contrepartie, on est complètement mais paralysé. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas crier ni pas parler. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai paradoxe dans cette phase-là, cette phase de rêve, c'est que vous pouvez faire un rêve aussi intense soit-il, et en contrepartie, tous vos muscles sont complètement relâchés. Et d'ailleurs,
C'est même aussi cette phase de sommeil où voilà, les chercheurs ont encore des zones qui sont inconnues à ce jour. Voilà. C'est vrai que ce sommeil de rêve est à la fois très intéressant, très fascinant, mais aussi très mystérieux, parce qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de zones qui sont encore non explorées durant ce sommeil paradoxal. Voilà, donc maintenant nous avons terminé la présentation de toutes les étapes du sommeil. Maintenant, je vous propose ci-dessous la représentation graphique du sommeil, hein. Voilà, en gros, à quoi ça ressemble si on devait faire un graphique. Donc, j'ai pris cet hypnogramme, hein, pour vous le présenter, car je trouvais qu'il illustrait parfaitement les différentes phases du sommeil. Vous voyez à gauche, vous avez donc le sommeil lent, hein, l'éveil paradoxal, les différentes phases, et en bas, vous avez les heures de la nuit. Et ce qui est intéressant, pour résumer, c'est que, alors on passe que 5% du temps en phase 1, et heureusement, puisque c'est durant cette phase où en fait ça sert d'endormissement, et du coup on n'a pas du tout entamé les phases réparatrices de votre organisme. Donc heureusement qu'on passe très peu de temps en phase 1. On passe 50% du temps en phase 2. Donc là, effectivement, c'est cette phase-là où l'organisme commence à se réparer. Donc c'est un bon sommeil, mais c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'être dans les phases encore plus profondes, qui sont les phases 3, 4 et de rêve. Et comme vous pouvez le voir, nous passons 15 à 25% de notre temps de sommeil en phase 3 et 4, donc vraiment les profondeurs du sommeil. Et ensuite, le sommeil paradoxal, donc le sommeil de rêve, on passe environ 20 à 25%. Et au-dessus de cet hypnogramme, vous pouvez voir les différentes phases de micro-réveil. Et d'ailleurs, certaines personnes font ces micro-réveils, mais ne s'en rappellent même plus. Ce qui est assez intéressant avec le sommeil, c'est qu'il a également cette fonction d'ardoise magique, qui est qu'en fait, vous allez faire votre micro-réveil, vous rendormir, et le matin, vous aurez complètement oublié que vous avez fait cette phase de micro-réveil, qui sont pourtant bel et bien présentes. Maintenant, nous allons voir la régulation du sommeil. Alors, deux axes principaux. D'abord, le rythme circadien. Ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est notre horloge interne et cette horloge est principalement influencée par la lumière du jour. C'est-à-dire que le matin, en fait, la lumière du jour va stopper la production de mélatonine. La mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil. Et quand vous vous réveillez, vous en avez encore. Et le fait d'avoir cette lumière du soleil, ça va stopper la production de mélatonine et donc vous aurez cette sensation d'être réveillé, d'être en pleine forme. C'est pour ça que c'est très bénéfique de prendre le soleil dès le matin. Et le soir, donc aux environs de 21 heures, c'est là où la mélatonine va s'activer dans votre organisme. En gros, c'est pour indiquer à votre corps qu'il est l'heure de se coucher. Et plus vous allez attendre, plus cette mélatonine va augmenter et du coup vous aurez cette pression du sommeil et vous aurez envie de dormir. Donc voilà pour l'horloge interne, hein, le rythme circadien. Ensuite, on parle de principe d'homéostasie. Alors en gros, on doit dormir en moyenne 30% du temps pour une durée de veille de 70% du temps. Ça veut dire qu'en fait, vous devez être resté éveillé à peu près 17 heures environ. Et ce qui se passe, c'est que vous avez cette pression du sommeil, hein, qu'on peut qualifier par un réservoir. En gros, quand vous vous réveillez, si vous avez bien dormi, votre réservoir, votre pression du sommeil est vide. Et au fur et à mesure que la journée passe, ce réservoir se remplit progressivement et le soir, il est rempli complètement, ce qui indique qu'il est l'heure de dormir. Donc en gros, c'est ça le principe d'homéostasie, c'est cette pression du sommeil qui s'accumule au fur et à mesure que la journée passe. Et donc pour conclure sur cette régulation du sommeil, eh bien, en gros, faire une mauvaise nuit de sommeil va dérégler votre rythme circadien et votre principe d'homéostasie. C'est pour ça qu'il est très important de bien réguler son sommeil. Maintenant, nous allons voir le nombre d'heures de sommeil qui est conseillé selon la tranche d'âge. Donc, sur cette image, vous pouvez voir à gauche, hein, donc vous avez un graphique avec le nombre d'heures conseillées par tranche d'âge. Ça va des nouveau-nés jusqu'aux personnes âgées en passant par les enfants adolescents. Donc, comme vous pouvez le voir, les nouveau-nés, c'est bon, environ 14 heures de sommeil, mais ça, c'est pas compliqué, ils dorment tout seuls en général. Les enfants de 3 à 5 ans, c'est presque 12 heures de sommeil. Les enfants, donc en primaire,
jusqu'à la préadolescence, 6 ans, 13 ans, c'est environ 10 heures de sommeil. Nos adolescents de 14 à 17 ans, c'est environ 9 heures de sommeil. Les jeunes adultes, 18-25 ans, et les adultes d'ailleurs, c'est environ 8 heures de sommeil. Mais ce qui est extrêmement triste, c'est de constater que nous avons perdu environ 1h30 de sommeil par rapport au siècle dernier. Alors, cela s'explique par trois principaux critères qui sont déjà les modes de vie modernes, hein, le métro, le travail qui finit tard, voilà, le mode de vie qui est beaucoup plus moderne, le stress et l'anxiété, parce qu'il est vrai que on vit quand même dans une époque où il y a un stress et une anxiété qui est de plus en plus constante, et aussi le véritable fléau silencieux que j'appelle les technologies et lumière artificielle. C'est-à-dire que parfois, même souvent d'ailleurs, une personne a l'opportunité de dormir, elle va prendre son smartphone ou sa télé ou ses écrans, et en fait, le fait de regarder les écrans, ça fait exposer aux yeux cette fameuse lumière bleue qui va justement freiner la production de mélatonine, et du coup, en fait, ça va indiquer à votre cerveau qu'il faut rester éveillé. Et c'est extrêmement triste puisque voilà, par rapport au siècle dernier, on perd quand même 1h30. Surtout que quand on interroge les personnes et qu'on leur demande quand ils manquent de temps, quelle est la première chose qu'ils sacrifient, c'est pas le travail, c'est pas un loisir, c'est le sommeil. Intéressons-nous maintenant aux facteurs déterminants de votre sommeil. Alors, il y en a plusieurs. Le premier et le plus important, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est avec l'âge que l'on va avoir une dégradation des cycles du sommeil au cours de votre vie. Hein, comme vous pouvez le voir sur la gauche, avec l'âge, vous avez une baisse des différentes phases du sommeil, et ce qui fait que plus vous prenez de l'âge et moins vous allez pouvoir bénéficier des effets réparateurs et bénéfiques pour votre organisme du sommeil. Ensuite, il y a l'héritage génétique. Alors ça, en gros, votre génome, c'est-à-dire votre patrimoine génétique, va déterminer deux caractéristiques. La première, c'est de savoir si vous êtes un petit ou grand dormeur. Et pour faire simple, si vous avez des parents grands dormeurs, vous aurez une tendance à être grand dormeur. Et si vous avez des parents petits dormeurs, vous aurez tendance à être des petits dormeurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le chronotype. Alors le chronotype, c'est quoi? C'est en fait si vous êtes plutôt du matin ou du soir. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont dormir tôt et se lever tôt. Vous avez des personnes qui vont se lever tard, mais ils vont se coucher tard. Et d'autres qui sont un petit peu intermédiaires. Donc ça aussi, c'est vraiment votre héritage génétique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vous font croire à tort qu'elles se couchent tard et elles se lèvent tôt. Mais en fait, la plupart du temps, c'est pas vrai. Ce genre de personnes vont à contresens des besoins naturels de leur organisme. Et pour preuve, il y a eu des tests dans différents établissements hospitaliers où, en gros, le test consistait à plonger pendant une quarantaine de minutes en début d'après-midi des personnes dans le noir. Hein, pendant une quarantaine de minutes, elles étaient plongées dans le noir, et le but de l'exercice était de voir leur capacité à résister à la pression du sommeil. Et souvent, les personnes qui dormaient très peu, donc surtout celles qui se couchaient tard et se levaient tôt, eh bien, elles plongeaient très rapidement dans un sommeil, car justement, elles passaient leur temps à vivre à contresens de leurs besoins. C'est pour ça qu'il n'y a pas de honte à être un grand dormeur, il n'y a pas de honte à dormir longtemps. C'est vraiment votre héritage génétique. Ensuite, il y a la santé physique. Donc ça, c'est le fait d'avoir une bonne alimentation, le fait de faire une activité physique, ça va contribuer à votre sommeil. Ensuite, votre santé psychologique. Donc ça, c'est extrêmement important. Votre état émotionnel et votre sommeil sont intimement liés. D'ailleurs, pour preuve, lorsque il y a eu la levée lors du Covid et que les personnes ont pu enfin ressortir de chez elles, il y a eu certes une baisse des dépressions. Par contre, il n'y a pas du tout eu de baisse des plaintes de sommeil. C'est pour ça qu'il y a vraiment un aspect très important à travailler sur l'aspect psychologique pour votre sommeil. Et pour terminer, l'environnement. Est-ce que vous êtes dans un environnement propice au sommeil? Ça, nous le verrons dans la suite de cette vidéo. En résumé,
Ces 5 facteurs vont influencer la qualité et la quantité de votre sommeil durant toute votre vie. Nous venons maintenant de voir le rôle essentiel du sommeil. Donc, à quoi il sert, quels sont les intérêts de bien dormir. Nous avons vu les différentes phases de sommeil. Et maintenant, nous allons voir tout de suite quel est l'impact d'une mauvaise qualité de sommeil. Allez, c'est parti. L'impact d'une mauvaise qualité de sommeil. Donc, comme pour les bénéfices du sommeil, j'ai résumé en 7 points l'impact justement d'un sommeil de mauvaise qualité. Alors, déjà, la risque de prise de poids est fortement accru avec une mauvaise qualité de sommeil. Car si vous vous rappelez bien dans les effets bénéfiques du sommeil, le fait de bien dormir, ça régule les deux hormones, la leptine, donc l'hormone de la satiété, le fait de plus avoir faim, et la gréline, elle, c'est l'hormone justement qui fait que vous allez avoir faim. Et du coup, en ayant une mauvaise qualité de sommeil, ces deux hormones sont déréglées, ce qui fait que l'hormone qui permet de ne plus avoir faim, elle va plus être sécrétée. Et à l'inverse, l'hormone qui permet d'avoir faim, donc c'est la gréline, hein, l'hormone de la faim, elle va être fortement sollicitée, ce qui fait que vous aurez envie de manger. En plus de cela, lorsque vous avez une mauvaise qualité de sommeil, vous allez avoir tendance à vouloir manger des choses en fait de mauvaise qualité pour compenser le manque d'énergie. Donc, ce qui fait que le risque de prise de poids est fortement accru. Et pour terminer sur ce point, le fait d'avoir une mauvaise qualité de sommeil, un sommeil fragmenté, eh bien, vous allez beaucoup moins éliminer de calories, si ce n'est plus du tout, puisque votre organisme n'est pas au repos, il n'est pas en phase de réparation, en phase de digestion, il n'y a rien qui se passe et du coup, ça ne fait que augmenter drastiquement votre risque de prise de poids. Sans oublier qu'en plus, vous vous doutez bien que en ayant passé une très mauvaise nuit de sommeil, ça sera très compliqué, voire impossible pour vous de vouloir faire une activité physique en journée. Donc vous aurez plutôt envie de vous reposer, qu'on vous laisse tranquille, plutôt que de faire du sport. Donc c'est pour ça que voilà, le risque de poids est fortement accru, mais dans tous les domaines. Le fait d'avoir une très mauvaise qualité de sommeil. Ensuite, il y a le problème du diabète, c'est-à-dire résistance à l'insuline. En gros, ce qui se passe, c'est la régulation de la glycémie, hein, de votre glycémie, ça passe par l'insuline. Et l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est produite par le pancréas. Et son rôle, c'est de déposer dans vos muscles le sucre du sang. Et un bon sommeil permet justement de fluidifier ce bon fonctionnement pour avoir un taux de sucre qui soit justement bien régulé. Et le problème d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, c'est que ça va augmenter votre résistance à l'insuline. Vous allez être ce qu'on appelle insulino-résistant, et donc c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. C'est pour ça que lorsque ce phénomène se produit, vous commencez par prendre du poids. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a un lien direct entre l'épidémie d'obésité et le manque de sommeil. Ensuite, nous parlons de la baisse de la santé du cerveau. Donc ça, on en a parlé dans les effets bénéfiques d'un bon sommeil. Donc forcément, si vous avez une mauvaise nuit de sommeil, ça va être tout le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que dans la journée, vous allez mémoriser des choses, apprendre des choses, et un mauvais sommeil va justement vous empêcher de consolider ces apprentissages et d'enregistrer les informations. Et donc, il y aura une baisse de l'efficacité de votre cerveau à court terme, votre mémoire à court terme et votre mémoire à long terme. Vous aurez également une baisse de votre concentration puisque un cerveau qui est fatigué ne sera pas du tout apte à se concentrer dans ses missions et également vous aurez des problèmes aussi pour prendre ce qu'on appelle la prise de décision puisque un cerveau fatigué ne sera pas du tout enclin à prendre des décisions ou des initiatives. Il aura plutôt envie de se reposer, donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de baisse de la santé globale de votre cerveau. Puis nous allons parler de la perturbation des hormones. Donc rappelez-vous dans les effets bénéfiques du sommeil de bonne qualité, j'avais parlé des deux hormones de la faim et de la satiété qui étaient donc la leptine et la ghreline. Là, je vais vous en parler d'une autre, c'est le cortisol. Donc c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Normalement, cette hormone, elle est à un taux élevé le matin
et au fur et à mesure de la journée, elle diminue. Le problème d'un sommeil de mauvaise qualité, c'est que vous allez augmenter considérablement cette hormone, ce qui fait que vous allez être stressé, vous allez avoir un taux anormal de cortisol et du coup, les conséquences vont être quand même assez désastreuses pour le corps puisque déjà de un, vous allez être très stressé et en plus, ce stress va perturber le fonctionnement de votre organisme. Par exemple, la digestion, ça va favoriser également la rétention des graisses, notamment autour de la taille et en plus, ça crée un cercle vicieux puisque vous allez être stressé, donc vous allez avoir du mal à dormir. Et le fait de ne pas dormir va augmenter cette hormone du stress qui est le cortisol. C'est pour ça qu'il y a vraiment un cercle vicieux et inquiétant. Et donc il faut vraiment se pencher sur l'intérêt de faire justement une bonne nuit de sommeil. Ensuite, nous parlons de maladies cardiovasculaires. Là encore, une conséquence très désastreuse d'une mauvaise qualité de sommeil, puisque, comme vous le savez, c'est pendant le sommeil que vos muscles se relâchent, que votre corps se détend, mais si vous avez une mauvaise qualité de sommeil ou un sommeil fragmenté, vous allez avoir une baisse moins significative de la tension artérielle, et ce qui fait que vous allez développer en fait une hypertension chronique. Donc ce qui est grave. Ensuite, vous allez augmenter l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est relié au durcissement des artères. Et le souci, c'est que c'est ce qui va développer des AVC ou des crises cardiaques. Ensuite, nous parlons de baisse des défenses naturelles. Alors là, il a été prouvé, il a été démontré que les personnes qui dormaient bien se protégeaient nettement mieux face aux agressions, aux maladies, contrairement à des personnes qui vont mal dormir. Et le problème de cela, c'est que les personnes qui n'ont pas conscience que le sommeil est la clé de nombreuses solutions à leur santé, eh bien, en plus de mal dormir, vont prendre des médicaments contre les maladies. Mais en plus, certains médicaments ont des effets secondaires. Donc vous voyez, on a encore un cercle vicieux pour ce qui est sommeil et mauvais sommeil. C'est pour ça que rien qu'en ayant une bonne qualité de sommeil, vous allez augmenter vos défenses naturelles et mieux résister. Par exemple, durant l'épidémie de Covid que nous avons connue, les personnes qui dormaient mieux n'attrapaient pas le Covid, mais en tout cas, elles étaient beaucoup moins sensibles à développer le Covid, contrairement à des personnes qui avaient un mauvais sommeil et donc elles attrapaient des maladies dont le Covid beaucoup plus facilement. C'est pour ça que un sommeil de mauvaise qualité va vraiment baisser vos défenses naturelles. Je parle aussi de la protéine C-réactive, donc ça c'est un marqueur d'inflammation et c'est ce qui contribue aux maladies cardiovasculaires, aux maladies beaucoup plus graves comme celle-ci. Et pour terminer, nous parlons de mauvaise humeur, l'augmentation de la frustration et de l'anxiété, puisque un sommeil de mauvaise qualité va vous empêcher de réguler correctement vos émotions, ce qui fait que vous aurez du mal à maintenir en journée une humeur stable et vous serez très sujet aux sauts d'humeur. Et ensuite, le problème avec ça, c'est que durant la journée, vous allez être stressé et vous allez avoir du mal à répondre correctement et efficacement face à l'adversité ou aux problèmes. Vous pouvez également avoir des réactions exagérées, disproportionnées par rapport à une petite frustration qui, normalement, ne ferait pas autant d'effet à une personne qui aurait une bonne nuit de sommeil. C'est pour ça que ça va vraiment vous mettre de mauvaise humeur d'avoir une mauvaise nuit de sommeil et d'autant plus que ça va augmenter également votre tristesse, votre déprime et même vous rendre dépressif. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Nous venons donc de voir les conséquences d'une mauvaise qualité de sommeil. Alors bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai pas voulu tout mettre parce que sinon la diapositive serait très grande. Maintenant, si vous voulez partager des conséquences négatives du sommeil que vous connaissez ou que vous avez expérimenté, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Ensuite, pour conclure, on peut voir que vraiment l'impact d'une mauvaise qualité de sommeil peut avoir vraiment des conséquences désastreuses, catastrophiques pour votre organisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que au travers le sommeil, au travers cette solution naturelle qui est de dormir, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Okay.
Maintenant, je vais vous parler d'un sujet assez important qui concerne le sommeil et le travail posté. Donc je trouve que c'est une partie de la population qui est négligée quand il s'agit du sommeil et pourtant ça touche quand même beaucoup de personnes. Donc le travail posté, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un travail avec des horaires décalés ou de nuit. Mais le problème, c'est que il y a des conséquences négatives à cela qui sont déjà, votre sommeil sera de mauvaise qualité, puisque en travaillant de nuit ou en décalé, vous perturbez votre rythme circadien, c'est-à-dire votre horloge interne. Et le fait de dormir à des horaires décalés, ça ne vous permet pas de dormir en sommeil réparateur, en sommeil profond. Donc ça, c'est une première conséquence grave de ce genre de travail. Ensuite, vous pouvez avoir des troubles du sommeil puisque en ayant ces mauvaises qualités de nuit, vous allez développer des maladies comme de l'insomnie, du diabète ou même des maladies cardiovasculaires. Puis, on parle de somnolence diurne, puisque même si vous avez dormi en journée, le sommeil ne sera jamais réparateur comme la nuit, et ce qui fait que au réveil, en fait, eh bien, vous aurez des somnolences diurnes. Et donc, c'est un problème puisque ça peut créer toutes sortes de confusions, de maladies ou même d'accidents. C'est pour ça qu'on parle de santé physique et mentale et également de risque d'accident, que ce soit le trajet domicile aller-retour ou même ceux qui travaillent dans des engins sur des machines, bah, le fait d'avoir un travail posté, cela va fortement augmenter le risque d'accident. Maintenant, je vais vous parler des plaintes de sommeil en 2023 aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez le voir, selon le sondage de Gallup 2023, 20% de la population américaine dorment moins de 5 heures. C'est dire donc le manque de sommeil qui touche une personne sur 5. Ensuite, selon l'Agence de santé publique des États-Unis, 33% des Américains dorment moins de 7 heures, donc ce qui est donc inférieur aux recommandations pour une bonne santé. Et selon la National Sleep Foundation, 37% des Américains déclarent avoir moins bien dormi en 2023. Donc ces chiffres sont extrêmement alarmants et prouvent clairement que le problème de sommeil est de plus en plus répandu et ça devient un problème majeur de plus en plus reconnu. Et concernant la France, les plaintes de sommeil en 2023, 34% des Français ont réduit leur temps de sommeil, 42% des Français souffrent d'un trouble du sommeil, comme l'insomnie par exemple. 37% des Français sont insatisfaits de la qualité du sommeil. 17% des Français dorment moins de 7 heures. Et comme aux États-Unis, 20% des Français dorment moins de 5 heures. Tout cela selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Donc ça prouve clairement qu'en France aussi, les problèmes de sommeil sont de plus en plus fréquents. C'est un problème global qui touche de plus en plus la population et qu'il est urgent d'y remédier. Ce qui est dommage aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand on interroge les Français, quand une personne manque de temps, quelle est la première chose qu'il sacrifie en premier? C'est pas le temps devant les écrans, c'est pas le temps en loisir, mais c'est le sommeil. Maintenant, nous allons voir les accidents liés au sommeil en France. Donc, selon la sécurité routière, 33% des accidents mortels sur autoroute sont dus à la fatigue. Donc, c'est énorme, hein, c'est plus d'un tiers des accidents. Selon la fondation Vinci Autoroute, 29% c'est dû à de la somnolence sur l'ensemble des conducteurs et 42% des accidents sont dus à la somnolence des jeunes entre 16 et 24 ans. Donc ces chiffres sont extrêmement alarmants et montrent qu'en France, le problème de sommeil est de plus en plus grandissant. D'ailleurs, à titre d'information, aux États-Unis, dans l'État de New Jersey, il y a eu en 1997 en fait l'accident de Maggie McDonnell. Donc elle a été percutée par un automobiliste qui l'avait percutée de plein fouet. Cette personne n'avait pas dormi pendant plus de 30 heures. Et donc, à la suite de cela, aux États-Unis, donc à New Jersey, la loi Maggie a été élaborée et elle permet de mettre en fait en prison les auteurs qui sont reconnus somnolents au volant et peuvent encourir jusqu'à 10 ans de prison et 100 000 dollars d'amende. Donc, je ne sais pas si en France, ce genre de loi va être adopté.
Par contre, dans le reste du monde, c'est le cas. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention et qu'il y a vraiment un intérêt à se consacrer à son sommeil. Si vous souffrez de troubles du sommeil, voire d'insomnie, que ce soit à cause d'une relation toxique, à cause d'une relation amoureuse, à cause d'un burn-out, vous avez peut-être essayé les méthodes traditionnelles. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné pour vous. C'est pour cela que je vous propose une approche différente, un appel avec moi afin de retrouver votre sommeil en retrouvant votre estime de soi. Alors, pourquoi cette approche? Car il existe un lien direct entre un bon sommeil et l'estime que vous portez à vous-même. En effet, les problèmes de sommeil ne se résolvent pas toujours de manière médicale. Parfois, le problème peut être bien plus profond que ça. Le problème peut être le reflet de vos préoccupations intérieures. On nous a souvent encouragé à utiliser les méthodes d'auto-valorisation. Vous savez, ces méthodes traditionnelles où il faut se parler à soi-même de manière positive. Le fait de se dire que ce n'est pas grave, que ça arrive à tout le monde, qu'on est quelqu'un de bien. Cela peut marcher pour des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, mais pour ceux qui doutent d'elles-mêmes, cela s'avère inefficace. Mais des études ont montré que la réparation émotionnelle est bien plus profonde lorsque les personnes utilisent l'autoconsolation que cette méthode d'auto-valorisation. Lors de notre appel, nous commencerons par une écoute bienveillante. Ensuite, je vous guiderai pour pratiquer l'autoconsolation, c'est-à-dire une approche bienveillante où vous allez accueillir vos émotions sans jugement, avec douceur, comme en fait lorsque vous parlerez à un ami. C'est d'ailleurs l'approche la plus fondamentale de l'estime de soi. Il ne faut pas confondre autoconsolation avec auto-apitoiement. Cette épreuve que vous traversez est extrêmement difficile, mais elle n'est pas anormale. C'est juste un instant de l'humanité partagé par énormément de gens. La vraie estime de soi consiste à se consoler et être indulgent envers soi-même dans les moments les plus difficiles comme cela. En retrouvant une bonne estime de vous-même, vous retrouverez des bonnes nuits de sommeil. Bien sûr, il existe d'autres méthodes comme la méditation, l'hypnose, mais ces méthodes, bien qu'efficaces, sont extrêmement difficiles à appliquer lorsque l'estime de vous-même est fragilisée. Et c'est là que cette approche fait toute la différence. Pour réserver un appel avec moi, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de réserver un appel. Je serai ravi de vous aider à retrouver vos nuits de sommeil en améliorant votre estime de vous-même. Donc là, à ce stade de la vidéo, nous avons vu le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Quels sont les bénéfices pour la santé sur le sommeil? Nous avons vu à l'inverse, quelles sont les conséquences néfastes pour votre santé d'un sommeil de mauvaise qualité. Nous avons vu le travail posté. Nous avons vu également les chiffres aux États-Unis et en France. Maintenant, on va essayer de créer un environnement optimal de sommeil. Alors, concernant cet environnement, il y a 3 piliers essentiels pour une bonne santé du sommeil. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le premier, ce n'est pas la durée du sommeil, mais la régularité, c'est-à-dire l'heure de lever. Mais nous allons voir ça par la suite. Ensuite, c'est la durée de sommeil et bien sûr la qualité de sommeil. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc, concernant la régularité du sommeil, il y a les deux principes que nous avons vus précédemment, le rythme circadien qui régule votre horloge interne et le principe d'homéostasie. En gros, la régularité, c'est surtout de maintenir un horaire régulier de lever. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément l'horaire de coucher, même si bien sûr ça va influencer votre sommeil, mais c'est d'essayer de maintenir au maximum un horaire de lever régulier. C'est la manière la plus simple de maintenir un bon équilibre veille-sommeil. En gros, quand vous vous levez à horaire régulier, alors vous pouvez avoir un intervalle d'1 heure à peu près. C'est-à-dire que si par exemple en semaine vous vous levez à 7 heures du matin et que le week-end vous vous réveillez à 8 heures, ça peut passer. Par contre, là où les dégâts apparaissent, c'est si vous avez un décalage beaucoup trop important. C'est-à-dire que par exemple, vous vous levez à 6 heures du matin toute la semaine et le week-end vous récupérez et vous vous levez à 9 heures, 10 heures. Là, ça va créer trop de décalage, ça va perturber votre horloge et votre principe d'homéostasie. C'est pour ça qu'on parle vraiment de régularité du sommeil.
Pour faire simple, essayez vraiment de vous lever à horaires réguliers. Là, j'aimerais vous parler d'un point que j'estime extrêmement important et que je trouve que on n'en entend pas assez parler, c'est le lieu du sommeil, c'est-à-dire faire de sa chambre un lieu agréable et propice au sommeil. Comme vous pouvez le voir sur les deux images à gauche, vous avez des chambres, alors certes avec de la place, avec du rangement, avec du mobilier, avec des jouets, mais c'est surtout le fait d'avoir tout en désordre, c'est pas du tout propice au sommeil. Alors que regardez bien les images qui sont à droite, voilà, tout est bien rangé, tout est ordonné. Et ce qui fait que quand vous rentrez dans votre chambre, c'est agréable, hein, et on a envie de s'y installer et de dormir. Et ça, c'est assez important parce que lorsque vous avez votre chambre qui est mal rangée, en fait, vous prenez cette habitude et vous n'y prêtez plus attention, mais ce qui fait que quand vous rentrez dans votre chambre, ça ne vous procure pas cette sensation de plaisir, cette sensation de bien-être, et du coup, c'est pas du tout propice au sommeil. Alors que si vous regardez bien les images qui sont à droite, le fait d'avoir un environnement propre, bien rangé, ça fait plaisir d'y aller et on a envie de s'y installer et de se reposer, et donc de dormir. Alors maintenant, je vais vous parler d'une règle que j'ai découvert en faisant mes recherches. C'était une règle que je connaissais pas et j'ai pas vraiment trouvé de source particulière concernant l'origine de cette règle. Mais je trouvais qu'elle était simple à mettre en place, simple à retenir et donc je vous la partage. C'est la règle des 4-3-2-1. Alors, 4 heures avant de dormir, ne pas faire d'activité intense, c'est-à-dire ne pas faire de sport physique qui va vous fatiguer parce que même si vous faites une activité intense, ça va libérer des endorphines, mais ça va réchauffer votre corps et du coup, ça ne sera pas propice à l'endormissement. 3 heures avant de dormir, pas de repas copieux. C'est-à-dire que vous pouvez manger, mais c'est vrai que ça, c'est ce qu'on entend souvent et c'est ce que je confirme. Effectivement, il faut manger de manière raisonnable avant de dormir. Alors, sans pour autant dire qu'il faut manger très peu, il faut manger de manière raisonnable. C'est-à-dire que si vous mangez extrêmement léger, durant la nuit, vous allez vous réveiller parce que vous allez avoir faim. C'est pour ça que 3 heures avant de dormir, pas de repas copieux, mais faites un repas convenable. 2 heures avant de dormir, ne pas boire de liquide, hein, puisque c'est vrai qu'après, sinon vous allez vous lever pour aller aux toilettes et du coup, ça va fractionner votre sommeil. Et 1 heure avant de dormir, c'est bien sûr pas d'écran, hein, puisque les écrans, que ce soit au travers la télévision, au travers le téléphone portable ou au travers l'ordinateur, génèrent cette fameuse lumière bleue qui, c'est le soir et votre corps vous indique qu'il faut dormir, mais les écrans, en envoyant cette fameuse lumière bleue par vos yeux, donnent le signal à votre corps qu'il faut rester éveillé. Et donc il y a un vrai paradoxe qui se crée, et pour pallier à cela, 1 heure avant de dormir, ne faites pas d'écran et ça permet de tout remettre à l'heure. Bon, moi personnellement j'aurais dit 2 heures avant de dormir, pas d'écran, mais c'est vrai que on est quand même dans un monde où il est extrêmement difficile de se passer d'écran, donc si vous pouvez ne pas regarder les écrans 1 heure avant de dormir, c'est parfait. Maintenant, la question que beaucoup de personnes se posent, à quelle heure se coucher? Alors, c'est vrai que déjà, il y a une vieille légende datant des années 70 qui remonte au fait qu'il faut prendre le train du sommeil à telle heure précise. C'est pareil pour tout le monde, sinon après, si vous loupez le train, vous allez en fait mal dormir et ne pas avoir de sommeil réparateur. Eh bien en fait, le train du sommeil, ça n'existe pas du tout. Chaque personne en fait doit dormir et en écoutant les propres besoins de son corps, en respectant son rythme circadien. Donc chaque individu est différent. Maintenant, si on devait donner une moyenne, je vous les ai mis ci-dessous, les enfants de 3 à 5 ans devraient se coucher théoriquement entre 19h et 20h30. Les enfants à l'école primaire de 6 à 12 ans, donc jusqu'à la préadolescence, c'est environ 20h, 21h30. Nos adolescents, c'est vers 21h, 22h30. Et les adultes et retraités, c'est vers 22, 23h. Voilà, c'est à peu près une moyenne, bien sûr, hein, chaque personne est différent, mais si on fait la moyenne générale, c'est à peu près vers ces heures-là qu'il faut se coucher.
Bien entendu, si pendant une nuit ou deux dans la semaine, vous ne respectez pas cet horaire-là, c'est pas vraiment ça qui va perturber votre sommeil et votre bonne santé. Mais au moins, voilà, vous avez une moyenne de à quelle heure se coucher selon votre tranche d'âge. Ensuite, il y a quelques conseils simples. C'est donc la régularité, hein, c'est-à-dire que comme on a vu précédemment, c'est le fait de maintenir un horaire de lever régulier. C'est-à-dire que, alors même si vous vous couchez tard, essayez vraiment de maintenir un horaire de lever régulier parce que c'est ça qui va synchroniser votre horloge interne tous les jours et donc permettre d'être efficace et en bonne santé toute la journée. Alors, attention aussi à l'effet jet lag social. Donc ça, c'est ce qu'on a remarqué en gros la semaine pour une personne qui travaille du lundi au vendredi. Elle va se lever très tôt pour des raisons professionnelles. Elle doit prendre le métro, prendre la voiture, avoir les bouchons, et donc elle va se lever très tôt, à 5 heures du matin ou 6 heures du matin. Et donc le soir, enfin pas le soir, le week-end, samedi, dimanche, elle va compenser en retardant massivement son horaire de lever. C'est-à-dire que en semaine, elle se lève très tôt, par contre le week-end, elle va se lever vers 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour la santé parce que ça va créer un énorme décalage, d'autant plus que le dimanche, vous allez vous lever à 10 heures, 11 heures, parce que peut-être que samedi, vous auriez fait la fête. Et le problème, c'est qu'en se levant à 10 heures ou 11 heures du matin, bah, pas question de vous endormir le soir à 20 heures pour vous réveiller à 5 heures du matin le lendemain. Et pourtant, vous allez vous coucher beaucoup plus tard le dimanche, et ce qui fait que le lundi matin, quand vous allez vous réveiller à 5 heures, alors là, ça va être la catastrophe, quoi. C'est pour ça qu'on parle de jet lag social. Alors, évitez les siestes tardives. Moi, je trouve que les siestes, ça peut être extrêmement utile pour les personnes qui sont vraiment en situation de désespoir, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Maintenant, si vous ressentez vraiment le besoin de faire une sieste, je vous conseille de la faire, mais il faudrait qu'elle dure à peu près une demi-heure et qu'elle soit terminée vers 14-15 heures. Parce que si vous faites une sieste beaucoup plus tard que ça, vous allez en fait empiéter sur votre sommeil lent profond de la nuit d'après. Donc on dit aussi que vous allez être amené à hypothéquer votre prochaine nuit de sommeil. C'est pour ça que oui, des siestes c'est possible, mais essayez de les faire pas trop tard. Et bien sûr, pour terminer cette page de conseils, écoutez bien votre corps puisque malgré ces généralités que je vous fais, chaque personne est différente et chaque personne a des besoins différents. Maintenant, nous allons voir la douche froide. Est-ce que la douche froide, c'est bien pour mieux dormir? Donc ça, c'est un conseil que certaines personnes ont dû probablement déjà vous dire, hein. Si vous n'arrivez pas à dormir, prenez une douche froide. Mais est-ce que c'est vraiment bénéfique à un bon sommeil? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand vous prenez une douche froide, en gros, vous allez stimuler votre système nerveux. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez produire l'hormone appelée noradrénaline, et c'est cette hormone qui va stimuler, réveiller et dynamiser votre système nerveux. Donc c'est très bien pour vous donner un petit coup de boost, mais par contre pour dormir, bah, on va plus chercher à détendre l'organisme plutôt que le dynamiser. C'est pour ça que prendre une douche froide, ça va stimuler votre système nerveux au lieu de le détendre. Donc, c'est pas terrible. Ensuite, augmentation de la température corporelle. Donc là, c'est un peu contre-intuitif parce que bien que vous allez prendre une douche froide, on aurait tendance à croire que le corps va baisser en température. Alors, il va baisser en température dans un premier temps au contact de l'eau, mais au fur et à mesure de la douche, eh ben, votre système va activer ces mécanismes pour se réchauffer afin de résister à cette douche froide. Donc c'est pour ça que la douche froide augmente la température de votre corps au lieu de la baisser, ce qui n'est pas bon du tout pour favoriser un endormissement. Et un effet vitalisant parce que voilà, c'est vrai que une douche froide, on va plutôt la conseiller au milieu de la journée ou même le matin, hein, pour se donner un coup de boost, pour se réveiller. Mais c'est vrai que pour dormir, c'est pas du tout ce que je vais vous conseiller. Et donc, il y a forcément la douche tiède ou la douche chaude. Quels sont les avantages à faire une douche tiède ou chaude? C'est que déjà, ça va détendre vos muscles et c'est exactement ce qu'on cherche
pour favoriser un bon endormissement, il faut justement que tous vos muscles se relâchent, et c'est ce qui se passe quand vous prenez une douche tiède ou chaude. Ça va baisser la température corporelle. Donc là aussi, c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que si vous prenez une douche chaude, donc forcément, au fur et à mesure de la douche, votre corps va se réchauffer, mais c'est la baisse de température qui vient juste après qui, là, va faire du bien à votre corps et donc favoriser l'endormissement. Et ensuite, pour bénéficier des effets positifs d'une douche tiède ou chaude, je vais vous conseiller environ 15 minutes de prendre la douche. C'est sûr que si vous voulez prendre une douche avant de dormir, hein, une douche tiède ou chaude, ne la prenez pas pendant une minute ou deux. Vous n'allez rien ressentir. Faites-la au moins 15-20 minutes. Donc en résumé, pour mieux dormir, il vaut mieux privilégier une douche chaude ou tiède que la douche froide. Maintenant, nous allons parler d'un autre phénomène appelé le snoozing. Donc, est-ce que vous snoozez souvent? Alors, ça consiste en quoi le snoozing? En gros, c'est le fait de mettre son alarme, en fait, de le faire sonner toutes les 2 minutes, 5 minutes pour grappiller ces petites minutes de sommeil que vous aimerez tant. Hein, c'est-à-dire que par exemple, vous mettez votre réveil à 7 heures, bah, hop, après vous en mettez un à 7h05, puis à 7h10, etc., etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle le snoozing. Et donc, quelles sont les conséquences de cette pratique sur votre sommeil? Regardez. Dans un premier temps, ça va fragmenter votre sommeil. C'est-à-dire que forcément, comme vous pouvez le voir là sur le téléphone à gauche, entre 7h et 7h30, il n'y a pas une phase de sommeil, mais il y en a plusieurs. Donc ce qui fait que vous allez drastiquement augmenter ces segmentations du sommeil, et donc ce qui fait qu'en fait, bah, vous n'allez pas du tout bénéficier de sommeil lent profond. Vous allez juste être en légère phase d'endormissement, et puis c'est tout en fait. Voilà, vous allez juste passer par le stade 1 qui est l'endormissement, mais c'est tout, hein. On a vu au début de cette présentation que l'endormissement, bah voilà, ça sert juste de transition entre l'éveil et une phase de sommeil plus profonde. Mais ce n'est en rien réparateur pour votre organisme. Donc ça va fragmenter votre sommeil. Dégradation du sommeil, puisque bah, voilà, forcément, le fait de snoozer, de vous réveiller, bah, vous allez avoir un sommeil de très mauvaise qualité, puisque vous allez fragmenter ce sommeil et la qualité de votre sommeil va s'en faire grandement ressentir, surtout si vous faites ça tous les jours. Ça va désaligner votre rythme circadien, donc je le rappelle, c'est l'horloge interne de votre organisme, et ce qui fait que bah, si vous snoozez souvent et tous les jours, bah, ça va rendre plus difficile l'endormissement le soir et les réveils plus difficiles le matin. Et, le fait de snoozer, bah, ça va faire qu'augmenter votre stress, puisque forcément, chaque petit réveil bah, génère une petite impulsion qui va vous réveiller en stress, hein, comme à chaque fois. Hein. Sauf que les personnes qui ont une réveil une seule fois peuvent se réveiller bah, avec un léger stress, mais une seule fois dans la journée. Par contre, les personnes qui vont snoozer, elles, chaque fois qu'elles vont faire leur micro-réveil, eh ben, elles vont avoir une petite sensation de stress pour chacune d'entre elles. Ce qui fait qu'une fois qu'elles vont vraiment se lever du lit, elles auront un taux de stress beaucoup plus élevé qu'une personne qui aura eu un seul réveil normal. C'est pour ça que le snoozing, bah, c'est fortement déconseillé pour un bon sommeil, et si vous le pratiquez, bah, je vous invite vraiment à ne plus en faire du tout, parce que les effets sont quand même extrêmement compliqués pour votre santé. Maintenant, nous allons parler des somnifères, hein. Est-ce que les somnifères sont utiles pour bénéficier d'une bonne nuit de sommeil? Donc, les somnifères, déjà, je vous conseille de faire très attention aux réponses automatiques. C'est-à-dire que souvent, quand on entend une personne qui dort mal ou se plaindre de mauvaises nuits, les gens vont lui conseiller de prendre un cachet, de prendre un somnifère. Sauf que je ne suis pas certain que ces personnes aient conscience des effets des somnifères pour votre santé. C'est pour cela que nous allons les voir immédiatement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un somnifère? En gros, ça va perturber votre sommeil naturel. En fait, le somnifère, ça va favoriser l'endormissement, donc le premier stade du sommeil. Mais le problème du somnifère, c'est que ça va fortement perturber votre sommeil lent profond, donc le stade 3 et 4, et votre sommeil paradoxal, le sommeil de rêve.
Or, nous l'avons vu, ce sont ces phases de sommeil les plus réparatrices, ce sont lors de ces phases que l'organisme se régénère. Et donc, en prenant des somnifères, vous allez perturber ces cycles, enfin ces phases de sommeil, et par conséquent perturber le bon rétablissement de votre organisme. Il faut faire attention également aux effets secondaires puisque, comme tout médicament, les somnifères ont des effets secondaires. Alors, ça peut être des somnolences diurnes, ça peut être des vertiges, des maux de tête. Bon, il faut toujours faire attention lorsque vous prenez des somnifères. Ensuite, cela crée une dépendance et une tolérance puisque lorsque vous prenez un somnifère le premier jour et que vous en prenez un à la fin de l'année, vous n'aurez pas forcément la même dose. C'est-à-dire que pour que le somnifère soit aussi efficace qu'au premier jour, vous allez peut-être devoir en prendre doubler la dose ou tripler la dose, et donc ce qu'on appelle une tolérance au somnifère. Donc ça crée des problèmes à long terme, puisque finalement, pour entre guillemets un seul intérêt qui est de favoriser l'endormissement, vous allez avoir des effets secondaires, ça va créer de la dépendance et ça va perturber votre sommeil lent profond et sommeil de rêve. Donc du coup, ça va perturber le bon rétablissement de votre organisme. Et c'est pour ça qu'on peut légitimement se demander quels sont les réels intérêts de prendre un somnifère. Nous allons voir à présent un sujet extrêmement préoccupant de nos jours qui touche toutes les générations, petits et grands, c'est les écrans. Et en gros, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez vos écrans avant de dormir? Que ce soit sur tablette, sur téléphone, à la télévision, sur ordinateur. Déjà, ça va produire ce qu'on appelle cette fameuse lumière bleue qui vous empêche de dormir. Donc en gros, quand vous regardez vos écrans au moment de dormir, la lumière bleue va pénétrer par la rétine et va remonter jusqu'à l'hypothalamus, donc c'est une région de votre cerveau, pour indiquer à votre organisme de rester éveillé, de rester en alerte. Mais le problème, c'est que votre organisme, lui, durant la journée, vous avez peut-être accumulé une pression du sommeil suffisante pour dormir, et donc de manière naturelle, vous allez avoir envie de dormir. Mais en regardant les écrans, l'envoi de lumière bleue par vos yeux va donner comme information de manière artificielle à votre organisme de rester éveillé, ce qui est donc complètement paradoxal. Ensuite, ça va créer une vraie dépendance aux réseaux sociaux et aux jeux mobiles, puisque si vous prenez l'habitude de regarder vos réseaux sociaux et de jouer aux jeux mobiles avant de dormir, vous allez le faire déjà tous les soirs, sans réaliser justement cette menace silencieuse qui est qu'en fait vous êtes en train de perturber votre rythme circadien, vous êtes en train de perturber votre régularité de sommeil, et donc ça aussi c'est extrêmement mauvais pour la santé. Consulter les écrans, ça conditionne également votre état mental au moment de dormir, puisque quand vous regardez vos réseaux sociaux ou jeux mobiles, ça va vraiment fortement dynamiser votre organisme, ça va vous mettre en état d'alerte, alors qu'au contraire, au moment de dormir, on cherche plus à se détendre, à se relaxer. Donc c'est quand même dommage qu'en regardant les écrans, vous réactivez tout votre organisme, que ce soit par le type de contenu que vous regardez ou si vous jouez à un jeu sur votre téléphone. Maintenant, pour conclure, forcément, ça va favoriser les réveils difficiles puisque vous allez retarder massivement votre endormissement en regardant les écrans, vous allez perturber votre rythme circadien, vous allez perturber vos cycles de sommeil puisque vous allez vous réveiller plus facilement pendant la nuit, mais par contre, regarder des écrans, ça va rendre les réveils matinaux beaucoup plus difficiles. C'est pour ça qu'il n'y a aucun avantage à regarder les écrans avant de dormir. Et donc pour bien dormir, il vaut mieux éviter de regarder les écrans au moins 1 à 2 heures avant d'aller au lit. Parce que ça serait quand même dommage, en appliquant les conseils d'avant, de manger un repas équilibré, de prendre une bonne douche bien chaude, d'avoir une chambre bien propre, et puis au moment d'arriver au lit, on fait table rase de tout ça, on se met devant son téléphone et on réactive tout notre système en le stimulant de manière artificielle. C'est pour ça que essayez vraiment d'éviter les écrans au moins 1 heure à 2 heures avant d'aller au lit. Et pour ceux qui ont l'habitude des écrans, faites l'essai, ne serait-ce qu'un jour. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vous verrez que rien qu'en évitant de regarder les écrans 1 heure avant de dormir, on va favoriser l'endormissement naturel, vous allez avoir une nuit qui sera moins fragmentée et votre réveil sera moins douloureux.
Essayez ça sur plusieurs jours et vous verrez vraiment la différence. À présent, nous allons voir les effets du café avant de dormir. Donc, le café, c'est une boisson, un stimulant très apprécié. C'est la boisson la plus consommée après l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un café au moment de dormir? Donc, le café, c'est un accélérateur du rythme cardiaque, c'est-à-dire que ça va rebooster votre organisme, ça va accélérer votre rythme cardiaque et en parallèle, ça va freiner l'accumulation d'adénosine. L'adénosine, c'est quoi? C'est une molécule dans le cerveau qui permet d'indiquer à votre corps que vous êtes fatigué et qu'il est l'heure de dormir. C'est pour ça que quand on prend du café, votre rythme est accéléré, vous avez ce frein à l'adénosine et du coup vous avez cette sensation de ne plus être fatigué. Le café diminue grandement la qualité du sommeil puisque quand vous dormez, le café va perturber les sommeils lents profonds. Et donc ce sont les phases de sommeil les plus réparateurs. Donc même si vous parvenez à vous endormir, eh bien la qualité de vos sommeils réparateurs vont être affectées. Fragmentation du sommeil puisque vous allez, après avoir pris un café, vous réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et réduction du sommeil réparateur, donc ça rejoint ce qu'on disait avant. Quand vous prenez un café, voilà, vous allez perturber justement vos rythmes de sommeil, vos cycles de sommeil, et du coup, vous n'allez pas du tout avoir une nuit réparatrice. Et en général, il est conseillé d'éviter le café 6 heures avant de dormir. Alors, bien sûr, ça c'est un conseil général. Il y a des personnes qui vont prendre du café et dormir comme un bébé du début de la nuit jusqu'au matin, mais on va dire que de manière générale, le café est quand même un stimulant et bien qu'il soit apprécié, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un sommeil perturbé après l'avoir consommé. C'est pour ça que en général, avant de dormir, on va vous conseiller d'éviter le café 6 heures avant de dormir. Pourquoi 6 heures? Parce que c'est la durée pour que le café diminue de moitié dans votre organisme. Quand vous prenez un café, il faut environ 30 minutes pour qu'il agisse dans votre organisme et à peu près 5-6 heures pour qu'il soit évacué de moitié. À présent, on va voir la durée du sommeil et ça, c'est l'une des questions les plus posées. C'est de combien d'heures j'ai besoin pour dormir. Alors, pour faire extrêmement simple, si vous avez une seule règle à retenir, c'est la règle des 7 x 7 égale 49 heures par semaine. Donc en gros, voilà, on connaît tous cette règle de faire les 10 000 pas par jour, de manger les 5 portions de fruits et légumes par jour. Eh bien, si vous pouviez retenir cette règle de 7 x 7, 49, c'est-à-dire 7 heures de sommeil, 7 nuits par semaine, ça vous fait 49 heures de sommeil par semaine. Et rappelez-vous, au niveau du lever, le week-end, vous pouvez vous lever 1 heure plus tard, cela ne va pas perturber votre organisme. C'est si vous commencez à décaler de 2-3 heures, c'est là où les dégâts vont apparaître. Donc voilà, cette règle est extrêmement simple. En moyenne, voilà, si vous voulez dormir correctement, essayez d'avoir 7 heures de sommeil. Par contre, il faut quand même que vous gardiez en tête aussi que la dette de sommeil est cumulative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au cours de la semaine, vous dormez une demi-heure de moins du lundi au vendredi, le week-end, en fait, on croit qu'on ne va pas le ressentir, mais si. C'est-à-dire que le week-end, vous allez ressentir cette dette de sommeil que vous aurez accumulée. Cette dette, elle est cumulative. Donc respectez cette règle, 7 heures de sommeil, 7 nuits par semaine, ce qui vous fait un total de 49 heures de sommeil par semaine. Avant de passer au résumé des recommandations que nous venons de voir, je tenais à vous faire part d'une étude de 2015 du chercheur Jérôme Siegel de l'Université de Californie de Los Angeles. Alors, en quoi consistait cette étude? En gros, il a envoyé ses chercheurs étudier dans 3 endroits du monde, en Tanzanie et à Namibie, donc ça c'est en Afrique, et en Bolivie, en Amérique du Sud. Il a envoyé ses chercheurs pour étudier la qualité de vie et donc la qualité du sommeil de ces peuples dits primitifs. Alors, primitifs parce que ce sont des peuples qui, à aujourd'hui, ils n'ont pas accès aux évolutions technologiques dont nous bénéficions. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de matelas.
Et ce qui est très intéressant avec cette étude, c'est que, eh bien, ils ont des excellentes nuits de sommeil. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas 5% qui souffrent de troubles de sommeil, donc ce qui est extrêmement peu. Il n'y a pas du tout d'insomnie dans ces tribus-là, et ils ne dorment que 6h30 par nuit. Donc ce qui montre bien que finalement, c'est la qualité de sommeil qui prime sur la quantité. Ils ne font aucune sieste, ils n'en ont pas besoin. Et pour terminer, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas quand le soleil se couchait qu'ils dormaient en même temps que le soleil. Ils attendaient en fait que la température refroidisse. Et c'est là qu'ils dormaient. Donc une fois que le soleil était couché, ils attendaient encore. Et dès que la température baissait de quelques degrés, là, ils pouvaient s'endormir. Et le matin, eh bien, c'est l'inverse. Dès qu'il commençait à faire chaud, c'est là qu'ils se réveillaient. Donc, le résumé de cette étude, c'est qu'il y a également la température qui régule votre sommeil. Il a été démontré que les neurones, votre organisme se repose mieux lorsque la température est légèrement plus frais. Nous arrivons à présent à la dernière partie de cette vidéo sur le sommeil avec le résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, en gros, pour bien dormir, plusieurs points. S'exposer à la lumière naturelle tôt le matin. Donc, comme vous le savez, vous avez la mélatonine, l'hormone du sommeil. Au réveil, vous en avez encore. Et le fait de s'exposer dès le réveil à la lumière naturelle, ça va stopper cette production de mélatonine et donc vous permettre de vous sentir éveillé et en pleine forme au plus tôt. C'est pour ça que, par exemple, quand vous allez à votre travail, si vous prenez le métro, essayez de vous arrêter un arrêt avant, voire deux, pour justement marcher et vous exposer à la lumière. Pareil pour les adolescents ou les lycéens, si vous allez à votre établissement et que la distance le permet, elle est raisonnable, essayez d'y aller à pied et non en voiture. Le fait de s'exposer à la lumière naturelle va permettre de vous mettre en forme dès le matin. Ensuite, faire une activité physique pendant la journée. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Quand on parle d'activité physique, ça ne veut pas forcément dire activité intense, hein. Il ne faut pas associer l'activité physique à du stress, à se forcer, à c'est ennuyant, c'est contraignant. Vous pouvez très bien faire juste une promenade. Une promenade en marche légèrement rapide, c'est une activité physique, hein. Il a été démontré que des personnes qui marchaient tous les jours avaient une meilleure santé physique que des personnes qui font du sport intensivement une fois voire deux par semaine. Voilà, le but c'est la régularité, mais faire une activité physique peut vraiment vous aider à améliorer votre sommeil et donc votre qualité de vie. Maintenant, comme je dis toujours, choisissez une activité qui soit en phase avec vos affinités. Ça peut être de la marche, ça peut être un art martial, ça peut être, je ne sais pas moi, du football, du vélo, voilà. Il n'y a pas de mauvais sport. Tous les sports sont bons à faire. Faites une activité qui vous correspond, essayez de la faire régulièrement et cela va fortement contribuer à l'amélioration de votre sommeil. Faites juste attention aussi à ne pas faire cette activité, si elle est intensive, ne pas la faire tard dans la journée. Essayez de privilégier les fins de matinée, les débuts d'après-midi ou les fins d'après-midi. Mais si vous faites une activité qui soit quand même bien intense, évitez de le faire juste avant de dormir par exemple, parce que, alors certes, ça va libérer des endorphines pour que vous soyez mieux, par contre, ça va réchauffer votre corps et ça va réactiver tout votre organisme. Et du coup, au moment de dormir, on cherche surtout à se détendre et non à se réactiver. Donc c'est pour ça que essayez de faire votre sport, s'il est physique, ne le faites pas trop tard dans la journée. La troisième recommandation concerne le café, où il faut l'éviter environ 6 heures avant de se coucher, car comme on l'a vu il y a quelques diapositives, hein, le café reste bien plus longtemps qu'on pourrait le croire. Et boire du café, ça va stimuler votre système nerveux, ça va perturber votre rythme circadien, puisque le café, on l'a vu, ça bloque la molécule, l'adénosine. Et l'adénosine, c'est quoi? C'était la molécule qui doit indiquer à votre organisme le besoin naturel de dormir. Et du coup, boire du café va stopper la production d'adénosine. De plus, le café va perturber votre pression homéostasique,
puisque vous avez votre réservoir, votre pression du sommeil qui s'accumule au cours de la journée. Et si vous prenez un café trop tard le soir, ça va justement perturber votre pression du sommeil puisque ça va réveiller votre organisme. Donc vraiment, le conseil, c'est d'éviter le café 6 heures, au moins 6 heures en moyenne avant de se coucher. Le conseil suivant concerne la nourriture où il faut manger convenablement 3 heures avant, hein. Alors je sais que souvent on va entendre très régulièrement de manger très peu, voire même pas du tout, hein, ça c'est le conseil des personnes un peu radicaux, mais vous pouvez manger convenablement 3 heures avant, et même des féculents. Je sais qu'en général les gens sont assez étonnés quand on leur dit qu'ils peuvent manger des féculents. En gros ce qu'il faut, c'est vraiment manger, voilà, pas excessivement, il ne faut pas se goinfrer, il faut manger correctement et convenablement parce que il faut quand même que vous puissiez manger à votre faim et donc bien dormir. On est d'accord que si vous mangez beaucoup, votre digestion va être beaucoup plus longue et donc ce qui va perturber votre endormissement et perturber votre nuit de sommeil. Mais si vous mangez peu, vous risquez d'avoir faim, surtout si vous vous réveillez pendant la nuit. Et ce qui fait que ça va favoriser, vous allez mal dormir et en plus vous allez vouloir manger pendant la nuit. C'est pour ça que ce conseil est de manger convenablement 3 heures avant de dormir. Le conseil suivant, c'est d'éviter de boire 2 heures avant de dormir. Alors ça, c'est surtout pour éviter les réveils intranocturnes et vous allez avoir envie d'aller aux toilettes, donc ça perturbe quand même le sommeil. Puis surtout, c'est quand même un peu désagréable lorsque on se réveille légèrement et puis on a cette sensation d'avoir envie d'aller aux toilettes. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter la boisson environ 2 heures avant de dormir, avant d'éviter ce problème. Conseil suivant, reposer les yeux 1 heure avant. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est écran, téléphone, télé, ordinateur. Sans oublier aussi, si vous faites de la lecture, surveillez bien vos lampes, hein. Vous avez vos lampes de chevet, souvent elles sont à LED, mais elles arrosent quand même vos yeux de lumière bleue. C'est pour ça qu'il faut prendre des ampoules en fait qui permettent de favoriser l'endormissement. Ensuite, la douche chaude ou tiède, donc ça, on l'a vu, hein, c'est très bénéfique, hein, parce que c'est vrai que prendre une douche froide, ça a des avantages, mais bon, de manière générale, il faut quand même prendre une douche qui soit agréable pour la plupart d'entre nous. Donc prenez une douche chaude ou tiède, environ 15 minutes, 15-20 minutes, et ce sera largement suffisant pour bien dormir, enfin au moins vous détendre avant de dormir. Ensuite, on parle de l'environnement du sommeil, donc ça concerne votre chambre. Votre chambre, faites vraiment un travail sur votre chambre, qu'elle soit propre, qu'elle soit bien rangée, que ce soit agréable d'y aller, hein. C'est sûr que si vous avez une chambre qui n'est pas rangée, qui ne soit pas propre, bon, ça donne pas envie d'y aller, donc c'est compliqué de se détendre et d'avoir un endormissement. Ensuite, bien sûr, évitez du mieux que possible les somnifères, parce que ils vont créer, nous l'avons vu, des effets de dépendance, il y a des effets secondaires, et en plus, les somnifères, ça va favoriser l'endormissement, mais c'est tout. Ensuite, ça va perturber vos stades 3 et 4, donc le sommeil lent profond et votre sommeil paradoxal. Donc, avoir un endormissement, ok, mais si c'est pour perturber les autres parties du cycle durant votre nuit, ça ne sert à rien. Et c'est même pire, ça va fragmenter votre sommeil et vous aurez toujours malgré tout des sommeils de mauvaise qualité. Donc vraiment évitez du mieux que possible les somnifères. Par contre, vous pouvez faire une activité relaxante avant de dormir. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, ça peut être des étirements. Voilà, faites une activité relaxante avant de dormir. C'est toujours bon pour relâcher la pression avant de dormir. Ensuite, l'obscurité la plus totale. Je sais que souvent nous mettons des veilleuses, mais pour vraiment dormir dans les meilleures conditions, il faut vraiment dormir dans l'obscurité la plus totale. Et on l'a vu dans la régularité, essayer de maintenir des heures de coucher et de lever régulières. Donc, ainsi se termine le résumé des recommandations. Ça fait 12 conseils. N'hésitez pas à partager vos recommandations dans les commentaires, hein. Je serais ravi d'échanger avec vous sur ces sujets, de voir un petit peu ce que vous proposez. Et c'est ainsi que se termine ma présentation. Nous pouvons passer à présent à la conclusion de cette vidéo.
Déjà, je tenais sincèrement à vous remercier d'avoir regardé le contenu de cette vidéo jusqu'au bout. J'ai passé beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé des conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, si cela vous a plu, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Vous pouvez bien sûr mettre un commentaire dans cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ou pas aimé certains passages, ça sera avec plaisir. Vous pouvez également me faire des suggestions, des sujets, des thèmes qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez que je fasse une vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le deuxième lien dans la description et je vous enverrai gratuitement un e-book sur le sommeil où vous retrouverez également le résumé de cette présentation avec quelques thèmes supplémentaires. Au travers de cette vidéo, vous remarquerez que je n'ai pas parlé de sujets très spécifiques comme l'insomnie, comme les terreurs nocturnes, comme le syndrome des jambes sans repos ou de l'apnée du sommeil, mais ne vous inquiétez pas, tous ces sujets-là feront l'objet de vidéos à part entière. Parce que si je les avais intégrés dans cette vidéo, la durée de la vidéo serait beaucoup trop longue. Si vous sentez le besoin de vous faire accompagner pour retrouver le sommeil en améliorant et en retrouvant votre estime de vous-même, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Merci encore de votre attention, je vous souhaite à tous de passer des bonnes nuits de sommeil afin de bien dormir et de vivre mieux.